Emmanuel, c'est à toi. Bon, alors, je n'ai pas préparé de topo absolument formel. C'est un livre un peu particulier puisque c'est un livre qui résume enfin, ma vie de chercheur en fait. Donc fondamentalement, c'est un livre dont j'aimerais ne plus jamais entendre parler. Et donc, c'est quand même, c'est pour boucler. Et en ce sens, je pense, une bonne partie de mon état d'esprit euphorique vient de ce que je peux me dire. Je vais continuer à travailler, je ne sais rien faire d'autre, mais de la recherche. Mais quelque part, je me dis que ma vie de chercheur est achevée au sens noble des choses. Et donc, c'est quand même plus qu'étrange voilà. Mais je vais quand même le faire et je suis content de le faire et je suis surtout extrêmement heureux d'être ici. C'est la première fois que je viens dans les nouveaux locaux. J'adore le quartier. Donc c'est une deuxième raison d'être euphorique. Alors, c'est un livre dans lequel c'est un livre que j'avais le sentiment de devoir faire parce que j'avais dans toute ma vie élaboré deux grandes séries d'hypothèses et puis j'avais une activité d'interprétation géopolitique particulière que je faisais pas tellement en France mais au Japon plutôt puisque c'est au Japon qu'on prend au sérieux, pas ici en fait. Et donc alors dans la première partie de ma carrière de chercheur, j'étais arrivé à un ensemble, une sorte de loi, en fait, de mon point de vue, qui était une loi de correspondance entre la diversité des types familiaux paysans, tels qu'ils pouvaient se présenter dans les divers pays du monde à la veille de l'urbanisation, de l'alphabétisation surtout, et de leur désintégration par l'urbanisation. Donc j'avais commencé par le communisme, comprenant que en Russie, en Chine, au Vietnam, dans une bonne partie de la Yougoslavie, pas seulement en Serbie, il y avait un certain type de structure familiale que j'appelle communautaire, associant en milieu paysan un père, ses fils mariés, mais pas seulement dans les pays qui avaient fait des révolutions communistes, en Toscane, enfin en Italie centrale, où le vote communiste était très fort, ce système sur lequel j'avais travaillé étant étudiant à Cambridge était absolument prédominant. Le système toscan est le système familial que je connais sans doute le mieux au monde, pour avoir gratté sur des documents du XVIIIe siècle le décrivant. Il y avait des variétés de ça dans la partie nord-ouest du Massif central, des types communautaires, ce que j'appelais à la fin l'Ajwani Country, parce que c'était l'un des pôles de résistance du Parti communiste, où il était implanté en milieu paysan. Il y avait aussi la Finlande intérieure. Enfin, il y avait vraiment une correspondance extraordinaire. Et tout d'un coup, je me suis dit, ben voilà, c'est ça, il y a un rapport que le communisme n'a vraiment réussi que là où les valeurs autoritaires et égalitaires de ce type familial, en désintégration, se réincarnaient dans le parti, dans l'État centralisé, etc. C'est pas une idée vraiment complètement originale. C'est-à-dire, mon examinateur de thèse à Cambridge, Alan Macfarlane, avait eu dans un livre sur les origines de l'individualisme anglais eu la même idée. Enfin, c'est pas la même idée, c'était son idée finalement, puisque lui, ça date de 78, et moi, j'ai fait la troisième planète, structure familiale et systèmes idéologiques, j'ai dû le faire en 83, donc ça allait très vite quand même. Et donc, il avait vu ça. Donc, de mon point de vue, il y avait une séquence de recherche, puisqu'ici, je suis pris comme un fantaisiste, qui a des idées, qui déplaisent, qui sont là pour embêter les gens, toujours des paradoxes. Moi, là, j'étais vraiment dans cette première partie de recherche, dans une séquence. Mon directeur de thèse, Peter Laslett, avait découvert que la famille anglaise du XVIIe siècle était nucléaire, individualiste, pas du tout un gros magma dans le passé. Alan Macfarlane, mon examinateur de thèse,
on est dans un tout petit milieu. Hein. Macfarlane est venu déjeuner chez moi pour son malheur. Quand j'étais étudiant à Cambridge, il s'est forcé à tout bouffer, mais il était dans un état à la fin. C'était vraiment pathétique. Et puis moi, j'arrive, et moi j'ai fait, d'une certaine manière, j'ai fait ce que doit faire un Français, j'ai généralisé l'hypothèse de Macfarlane, en fait, à la planète. Donc j'ai défini 7 types familiaux, j'ai vu qu'un type familial, que le modèle anglais, effectivement, individualiste, famille nucléaire non égalitaire, pas de règle d'héritage égalitaire, avait permis, comme l'avait dit Macfarlane, en fait, lui pensait plutôt à l'économie, mais l'épanouissement du libéralisme anglais, du gouvernement représentatif, que la version française de la révolution libérale égalitaire était assise sur des structures familiales paysannes du bassin parisien libérales égalitaires, parce que les règles d'héritage frénétiquement égalitaires du bassin parisien sont très très antérieures à la révolution, que dans des pays comme le Japon, l'Allemagne, on trouvait la famille souche, c'est-à-dire un système lignagé avec la désignation en général du fils aîné pour succéder sur la ferme, que les valeurs fondamentales étaient des valeurs d'autorité, puisque le successeur restait sous l'autorité des parents, et d'inégalité, puisque un enfant était privilégié par rapport à tous les autres, et que dans le domaine, au moment de la modernisation idéologique, ça produisait des idéologies ethnocentriques, fortement intégratrices de l'individu. Personne ne discutera la tendance des Japonais à penser qu'ils sont essentiellement japonais. Maintenant, on n'a plus le droit de dire que les Allemands ont une société particulière, avec des habitudes particulières. Bon, là, on est embêté parce qu'on ne sait pas quoi faire des Catalans qui ont aussi un système souche du genre et qui ont une grosse capacité à se penser existants comme Catalans et différents des Castillans. C'est un modèle qui est d'une efficacité qui n'en finit pas de marcher, quoi. Bon, le communisme, j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'était la première partie de ma recherche. Alors j'ai été reçu alors que j'étais début des années 80, donc j'étais terrorisé à l'idée d'être doublé par un autre chercheur, puisque ça allait très vite, les recherches sur la famille. Je pensais que j'étais le Newton des sciences sociales, ou plus modestement le Pasteur des sciences sociales, et donc j'ai reçu des tombereaux d'insultes. Parce que j'avais été défendu par Chaunu, très gentil Chaunu, mais une fois qu'on est défendu par Chaunu, on est mort à gauche. Parce que les mecs à gauche, à Libé, ils ne savaient juste pas que c'était l'un des plus grands historiens français. Ils pensaient juste que c'était un fou conservateur, ce qu'il était également d'ailleurs. Voilà. Mais bon. Et donc ensuite je me suis obstiné, j'ai passé, j'ai dû gâcher les 2 tiers de ma vie de chercheur à essayer de montrer que j'avais raison. Donc j'ai fait des livres, l'invention de l'Europe, 6 ans d'obstination pour montrer dans le détail, pour développer ce modèle de coïncidence entre diversité des structures familiales et diversité des trajectoires idéologiques dans la modernisation. Et puis, alors, je savais depuis le début, grâce à mon ami Laurent Sagard, qui est linguiste, que ce que je disais de la distribution des types familiaux dans le monde, dans mes premiers livres, était complètement idiot. J'avais un chapitre sur le hasard. Comme je n'avais pas trouvé d'explication structurale, une variable qui coïncide avec la distribution des types familiaux dans l'espace, et ben j'avais dit ça me faisait rire à l'époque, hein, l'esprit de 68, hein, encore dans mon esprit. Bon. C'est le hasard. Donc, je reconnais que j'avais une dimension malicieuse, parce que d'un côté je disais, les idéologies politiques, en fait, c'est marrant, c'est déterminé par les structures familiales paysannes. Je reconnais que dans la crise anti-marxiste de l'époque, je trouvais ça marrant, voilà. Puis je trouvais ça encore plus marrant de dire, et puis en plus, ces structures familiales, elles sont là au hasard. Donc c'était totalement space, voilà. Mais, donc ce copain m'a expliqué que c'était juste... Il était assez d'accord pour la détermination par les structures familiales parce qu'il avait vu des Chinois partout, dans toutes sortes de régimes, et le tempérament autoritaire de tous ces régimes chinois, en Chine continentale, à Taïwan, etc., l'avait quand même frappé. Mais par contre, il m'a
tout de suite dit que la carte, la distribution des types familiaux dans le monde, lui, il ne connaissait rien aux types familiaux. C'est ça qui était formidable. Ce qui est formidable, c'est de se faire dire la vérité par un mec qui regarde vos cartes comme si c'était juste des taches de couleurs qui n'ont aucun sens pour lui. Tu vois, hein? Donc il me disait, ouais, bah là, tu vois, au milieu, tu as un gros paquet rouge et marron d'un seul tenant. Et puis là, sur la périphérie, tu as du vert clair, un petit peu de violet, là. Alors tu as l'air de dire que c'est la famille nucléaire. Puis là, juste sur la frange, là, sur la limite, tu as des trucs qui s'appellent famille souche, là, en Allemagne, au Japon, en Corée. Alors nous, les linguistes, on connaît très bien tout ça. C'est une distribution centre-périphérie. Ça veut dire qu'il y a une époque où tout l'espace était occupé par des types nucléaires, qu'il y a eu des innovations au centre qui ont amené la montée de systèmes familiaux plus complexes, patrilinéaires, communautaires. Sans doute, la famille souche sur les franges représente un stade intermédiaire dans cette évolution. Alors ça, c'est vraiment formidable parce que, en gros, il m'expliquait que je m'étais planté. Et puis j'ai passé une semaine pas très content. Et puis j'ai dit qu'il avait raison. Donc c'est une hypothèse très forte. Et ensuite, j'ai travaillé quand même en parallèle avec tout le reste pendant des décennies sur une hypothèse qui n'est pas de moi. Je trouve une belle honnêteté de chercheur quand même. On a fait un article ensemble quand même. Et donc, finalement, en 2011, n'étant pas encore épuisé par l'effort numéro 1 sur la correspondance entre la diversité des types familiaux et la diversité des trajectoires idéologiques de modernisation, j'ai publié un pavé de 750 pages qui s'appelle « L'origine des systèmes familiaux ». Ce qui est chic dans le titre, c'est tome 1. Je trouvais que c'était super classe. Et dans lequel je pense avoir appliqué une technique qui m'avait frappé dans l'exposition de l'origine des espèces de Darwin. Moi, je suis un darwiniste universaliste. C'est-à-dire, j'aime bien Darwin, mais j'aime bien Darwin parce que Darwin lui-même traite l'espèce humaine comme un tout. Donc, je n'aime pas les darwinistes qui segmentent l'humanité en groupes rivaux, etc. Mais j'avais noté qu'il est très fort, Darwin, parce que dans l'origine des espèces, il pratique deux trucs pour la conviction, c'est-à-dire ce que j'appelle l'overkill, c'est-à-dire la je sais pas comment on dit, surélimination. Ouais, enfin voilà, c'est-à-dire une richesse d'informations absolument étouffante pour le lecteur. Mais tout du long, il dit, mais ça n'est qu'une ébauche, le vrai livre donnant la démonstration sera publié plus tard. donc, ça met le lecteur dans une situation quand même d'épuisement psychique total. Alors, je reconnais que j'ai un peu fait ça dans l'origine des systèmes familiaux, parce que c'est assez riche en termes d'informations, et puis j'ai annoncé un tome 2, quand même, pour achever le lecteur récalcitrant. Mais donc j'ai fait ce livre qui développe cette hypothèse et qui aboutit, ou qui démontre que l'histoire des types familiaux n'est pas ce qu'on trouve en général et ce que les gens pensent spontanément. Et là, on approche des erreurs de l'Occident sur la situation du monde. C'est que la représentation commune de l'histoire des types familiaux, c'est on part d'un vaste magma avec des gros systèmes complexes où le statut des hommes était très élevé, et puis on progresse et en parallèle avec la montée de toutes les modernités possibles et imaginables, eh ben, on voit émerger la famille nucléaire. On voit émerger le couple seul avec ses enfants, libre. Et puis alors dans la phase la plus récente, on voit émerger l'individu au-delà même de cette famille. Donc nous avons le couple est une conjonction aléatoire d'êtres qui se rencontrent, dont le sexe n'a plus d'importance,
J'approuve tout à fait, et dans les questions, j'aurai sans doute l'occasion de dire pourquoi toutes ces évolutions-là ne m'inquiètent absolument pas en tant qu'anthropologue de la famille. Et donc, au contraire, et le modèle que je donne dit, ben non, au départ, la famille d'Homo sapiens, c'était la famille nucléaire. La famille nucléaire dans un groupe, structuré par des liens de parenté fluides, ne distinguant pas tellement selon que ce sont des hommes ou des femmes, qui établissent le lien de parenté, donc flexibilité. Et puis, ensuite, on voit apparaître, avec la civilisation, avec l'agriculture, avec l'État, avec l'écriture, on voit apparaître les formes complexes. Donc on voit la famille souche. Nous, la famille souche, j'en ai parlé pour le Japon et pour l'Allemagne. Mais dans l'histoire, on la voit apparaître au 3e millénaire avant l'ère commune en Mésopotamie, à Sumer. On la voit apparaître en Chine au tournant 2e, 1er millénaire. Et puis alors ensuite, on voit apparaître des formes encore plus complexes, c'est-à-dire dans lequel c'est plus un seul fils qui est désigné, mais tous les fils symétrisés, on obtient des gros blocs communautaires, la forme la plus complexe. Et puis alors, le stade supérieur de la complexité, c'est quand on ajoute, par exemple, au Moyen-Orient, l'endogamie, c'est-à-dire le mariage entre cousins à haute fréquence, puisque le type de mariage d'Homo sapiens originel, tel que je l'ai reconstitué, d'après toutes ces cartes, etc., était ce que j'appelle exogame tempéré, c'est-à-dire qu'on n'épouse pas sa cousine en général, mais s'il n'y a personne d'autre, ou si on éprouve une passion pour sa cousine, pourquoi pas. Là, on est avant le christianisme. Donc les gens n'en font pas une crise nerveuse. J'ai des crises pour être poli, parce que ce n'est pas le concept que j'avais en tête. Mais voilà. Et donc on a une histoire inversée. Alors, ce qui est vraiment... je me suis dit que j'avais le devoir de faire un livre où j'essaierais de voir ce qui se passait en termes de description de l'histoire si je mettais bout à bout les deux éléments sur lesquels j'avais travaillé. C'est-à-dire, dans ma vie de chercheur, j'ai d'abord trouvé le lien, à la suite de Macfarlane, entre la diversité des types familiaux et la diversité des trajectoires idéologiques, des trajectoires de modernisation. Et puis ensuite, j'ai étudié la différenciation des types familiaux à partir de ce point de départ commun à l'humanité des chasseurs-cueilleurs, mais qu'on va finir par retrouver à la fin chez les Anglais comme chez les Tagalogs des Philippines, sur les franges du monde, cette famille de fer. Alors, donc j'ai fait ce livre synthèse, donc, dont le premier chapitre est un résumé de l'origine des systèmes familiaux. C'est pas facile de résumer en 20 pages un livre de 750. J'ai quand même, comme je suis un type très sérieux et que j'allais avoir besoin, pour parler du racisme américain, j'allais avoir besoin d'avoir montré que pour l'Afrique, le modèle tenait, c'est-à-dire qu'on peut décrire ou produire une ébauche de l'histoire des systèmes familiaux africains selon les mêmes critères, c'est-à-dire on peut aussi démontrer que les peuples africains les plus primitifs, les Bushmen du Sud par exemple, ont la famille nucléaire. On a des magnifiques monographies avec un statut des femmes relativement élevé, qui tapent sur leur mari si elles ne sont pas contentes, exactement comme dans n'importe quel film américain actuel. Donc c'était important. Donc j'ai montré que les formes communautaires de la famille en Afrique de l'Ouest correspondaient aux zones les plus transformées. J'ai aussi pour montrer que je n'étais pas dans le délire, parce que le problème quand on travaille sur la famille, c'est que les gens savent pas. Je veux dire, si je vous dis, vous voyez, je ne peux pas demander humainement aux gens de connaître les systèmes familiaux africains, mais quand même pour suggérer
que ce que je disais avait un sens sur le statut de la femme, j'ai mis une variable de contrôle, une carte de la diffusion du virus HIV en Afrique, pour montrer que ça correspondait au degré de faiblesse de la norme patrilinéaire. Et que là où les femmes étaient moins tenues, moins enfermées, la diffusion du virus HIV était beaucoup plus importante. Donc j'ai quand même essayé de faire tout du long des rapports entre un présent accessible, etc. Et puis ensuite j'ai fait une sorte de description de l'histoire avec toutes les variables qui ne sont pas fondamentalement, bien entendu, la trame, c'est ce rapport entre structure familiale, idéologie, structure familiale et développement éducatif, structure familiale et religion. Mais maintenant que c'est fini, de même que tout à l'heure, j'ai volontiers dit que je n'étais qu'un élève de Peter Laslett et Macfarlane. C'est plus courageux de le dire pour Macfarlane parce qu'il est toujours vivant. Et que c'est des gens, et Laslett et Macfarlane ne m'ont jamais soutenu. Mes premiers livres ont été publiés en Angleterre, mais plutôt parce que ça intéressait un jeune éditeur. Laslett m'a quand même pas mal tiré dans les pattes. Hein. Je veux dire, il n'y a pas qu'en France qu'on a des emmerdes avec l'université. Comment dire donc j'ai fait ça, mais j'ai vraiment pris conscience du fait que c'est un modèle. Ça donne. Donc le livre s'appelle Où en sommes-nous? Une esquisse de l'histoire humaine, ce que c'est. Et la troisième partie, comme je disais tout à l'heure, j'ai plutôt utilisé les interviews de géopolitique ou la description des pays du monde tels que je fais maintenant, que je donne dans la presse japonaise, où on me prend au sérieux. Donc les Japonais me demandent ce que je pense de l'état de la Chine, ce que je pense de l'état de la Russie. Alors donc ici tout le monde dit c'est incroyablement paradoxal, la Russie est un pays normal, où survivent des formes communautaires, où le statut de la femme est très élevé, que la Chine est en déséquilibre, etc. Au Japon, tout le monde ça très utile, trouve ça utile, normal, et en gros ils pensent que je parle comme M. Abe, voilà, de tous ces pays. Enfin, c'est difficile d'imaginer la différence d'ambiance. Mais quand même, c'est pas. Donc, esquisse de l'histoire humaine, c'est une présentation systématique avec un ensemble de variables. Donc, il y a les structures familiales, leur histoire, la façon dont elles ont influencé l'apparition de tel et tel type de religion, la façon dont les religions. Donc je parle beaucoup du premier christianisme, du judaïsme, du premier christianisme, du protestantisme, dont ces religions ont à la fois influencé le développement historique, mais ont eu des effets, je dirais, de rétroaction sur la structure familiale. Donc le modèle est quand même énormément plus subtil que mes modèles antérieurs. Donc je me suis mis une page où il y a même un diagramme avec des flèches montrant toutes les interactions réciproques entre familles souches, protestantisme, action directe du protestantisme produisant l'alphabétisation, mais retour de l'effet du protestantisme sur la famille et influence même rétroactive d'une alphabétisation très patrilinéaire sur la structure familiale. Enfin, je suis vraiment... C'est très nuancé, hein. C'est très nuancé. Mais les variables, donc mes variables, c'est structure familiale, variables religieuses, alphabétisation, évolution éducative, crise révolutionnaire, beaucoup de démographie comme révélatrice du changement des mentalités. C'est ce que j'ai appris comme étudiant. C'est-à-dire, c'est un modèle inductif auquel j'ai fini par construire un modèle complet, une représentation complète, une esquisse. Et le mot esquisse doit être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de modeste, qui ne dit pas « je vais tout vous expliquer les mecs ». C'est le contraire. Quand on dit esquisse, c'est « bon, je fais avec ce que j'ai et je vois ce que ça donne comme tableau et je ne vais pas donner un truc fignolé, etc. » Mais même ça, c'est
c'est les variables que j'ai appris de Leroy-Ladurie, de Chaunu. Pour l'alphabétisation, c'était plutôt Furet et Ozouf, ou des gens qui travaillaient en Angleterre. Les structures familiales, c'était plutôt les Anglais. La religion, c'était plutôt Chaunu. Et donc, j'avais dit ça dans une émission avec Laura Adler. J'étais en train d'écrire le livre. Je parlais de ma carrière de chercheur. Je disais, ben, moi, j'avais jamais aspiré à être un théoricien. Vous savez, mon premier article, je ne fais pas de l'histoire à la française. Vous voyez, vous êtes un Français de tradition cartésienne et vous plongez dans votre cerveau et dans la logique pour essayer d'y comprendre quand même, d'avoir une petite idée de ce qu'est la structure du monde. Hein? Moi, mon premier article, dont je suis extrêmement fier, c'est un article de 3 pages, publié dans le bulletin historique de la revue, je sais pas, de monument du Pas-de-Calais, dans lequel j'avais confronté une liste d'habitants décrivant une paroisse, la paroisse de Longuenesse, qui est actuellement dans la banlieue de Saint-Omer. Et donc j'avais qui décrivait des familles nucléaires. C'est Laslett qui m'avait donné ça. Et pour le faire chier, j'avais mis la main sur les registres des centièmes, c'est-à-dire un impôt foncier d'origine espagnole. Et j'avais montré, non mais en fait variable, ça ne marche pas du tout, parce qu'il n'y a pas assez de maisons. Il n'y a pas assez de maisons, donc en fait, il y a plusieurs familles nucléaires dans des maisons, donc ça veut dire que la famille est probablement pas si nucléaire que vous croyez. Hein? Mais faire un travail comme ça, vous voyez, vous habitez cette 3 pages, en fait, c'était 6 mois de boulot quand même. Parce que c'était pas l'informatique à l'époque, hein, c'était de la fiche cartonnée. Hein. Et j'ai commencé comme ça, puis ensuite j'ai travaillé sur la mobilité géographique. Donc, donc je me dis, au bout du bout, en travaillant énormément, en ayant l'intuition de quelques lois d'association entre variables, je suis arrivé à un modèle complet. Mais c'est ce que j'appelle de l'histoire inductive. Je n'ai jamais eu de vision de l'histoire a priori, et ma vision de l'histoire a priori, c'est ce que m'ont appris mes maîtres. Alors, là où je pense que j'ai été vraiment original, c'est que je ne me suis pas arrêté au XVIIIe siècle. Je ne me suis pas arrêté à ces lois que des types comme Vauvel et d'autres avaient vues, c'est-à-dire d'une déchristianisation qui, au XVIIIe siècle, mène à la baisse de la fécondité, à la Révolution française, dans un contexte de hausse du taux d'alphabétisation. J'ai continué, et toute ma vie, j'ai fait comme si ça continuait à marcher au présent. Hein? C'est-à-dire comme ça que j'avais fait mon premier bouquin, La chute finale. J'avais dit, la fécondité baisse, le taux de mortalité infantile monte. Si j'étais dans une société du XVIIIe siècle, j'aurais dit que ce pays était en crise et allait se casser la gueule. Et donc, je l'ai écrit et ça a super bien marché. Il faut le reconnaître. Et j'ai continué. Et là, dans ce livre, donc il y a toute une partie historique, il y a des endroits où je voulais boucler, c'est-à-dire il y avait des sujets auxquels je tenais, mais c'était assez privé comme préoccupation. Par exemple, il y a des développements sur les conflits d'interprétation sur la communauté rurale anglaise du XIIIe siècle, dont je ne recommanderais pas la lecture à mon pire ennemi. Parce que c'est vraiment... Et où je règle mes comptes avec Macfarlane, en lui montrant que lui pense que le grand historien du Moyen-Âge anglais, c'est Maitland. Mais moi, je pense que c'est Frédéric Zeboom, qui était vachement mieux avant. Donc vous imaginez le degré de passion que ça a suscité chez les journalistes français. c'est ce genre de truc. Mais moi, je suis juste hyper fier. Hyper fier. Zeboom avait compris un truc extraordinaire, mais qui détruit toutes les histoires sur les conflits entre interprétation romaniste et germaniste de l'histoire anglaise. Parce qu'il y a des mecs qui disaient, à partir du moment d'ailleurs où je dis où l'Allemagne est montée en puissance, il y a de plus en plus d'Anglais qui ont trouvé que c'était bien d'être plutôt d'origine germanique. Et Zeboom avait dit un truc, il dit oui, il y a des rapports entre des éléments culturels anglais du Haut Moyen-Âge
et des éléments culturels allemands. Il dit, mais c'est marrant, regardez, les régions d'Allemagne qui présentent ces similarités, c'est celles qui faisaient partie de l'Empire romain. Et qu'en fait, le trait commun, c'est la germanité dans l'Empire romain. Donc c'est la romanité. Non, c'était vraiment un génie. Oui, c'est intéressant en soi. Mais vous imaginez Pujadas face à ça. Alors, il y a un autre élément dont je suis... Je voulais faire un livre, et puis je me suis dit, le temps court, ça se présente mal. Je suis démographe. Donc je peux faire une évaluation du temps qui me reste, raisonnable. Je sais combien, et puis je suis de plus en plus lent pour faire de la recherche. Donc je voulais faire un livre, une interprétation, une nouvelle interprétation anthropologique de l'histoire du peuple juif. D'ailleurs, je peux délirer. Voilà. Et donc, une journaliste s'était mis en tête de me réconcilier avec Alain Finkielkraut, en me disant, mais comment depuis, elle est brouillée avec lui, d'ailleurs. Et avec moi. Donc, pour d'autres raisons. Mais comment vous êtes tous les deux tellement sincères, tellement sensibles. Je ne pense pas du tout qu'il soit sincère, je pense qu'il ne travaille pas et que la seule façon pour un intellectuel de cacher le fait qu'il ne travaille pas, c'est d'hystériser ses théories. Plus vous gueulez fort la même chose, plus vous donnez l'impression que vous faites quelque chose. C'est super pas fatigant. Puis il se balade avec un grand cahier vide partout. Voilà. Et donc, ça valait le coup quand même. Hein, et donc on déjeune ensemble. Alors ensuite, j'avais essayé de l'ébranler, en disant oui, moi je viens de... Alors il voulait me la jouer aux Républicains. Et je dis oui, moi je viens d'une famille très mélangée, mais plutôt juive quand même. Mais nous, le vrai drame de la famille, dans cette famille plutôt juive, c'est que le seul génie était breton. Misant, ouais. Voilà. Et donc voilà. Et puis le repas s'achève et je lui dis oui, en Bretagne d'ailleurs, dans ma chaumière, celle que j'ai achetée avec les droits d'auteur d'après l'Empire, l'édition allemande, surtout qui a très bien marché, tellement les Allemands sont anti-américains. Donc j'ai toute une bibliothèque consacrée à l'histoire du peuple juif et je voudrais terminer ma carrière par cette histoire. Et là, le cri du cœur de Finkielkraut, non, non, s'il vous plaît. Bon. Mais quand même, dans ce bouquin, il y a un chapitre qui m'a demandé presque sans doute 8 mois, qui s'appelle Le judaïsme, le premier christianisme et famille et alphabétisation, dans lequel, avec l'aide d'un copain qui s'appelle Christophe Le Mardelet, qui est spécialiste d'histoire sémitique, j'ai remis en question ce que j'appelle le modèle bédouin de la famille. C'est comme si vous lisez la vie quotidienne des hommes de la Bible, vous allez avoir des mecs qui lisent la Bible comme si c'était une monographie produite par un anthropologue de Cambridge. Voilà, donc vous avez Abraham qui est là, bon c'était avant le chameau, donc c'est des ânes, et donc c'est polygame, c'est plein, il y a des mariages entre cousins, croisés, pas des cousins par les patrilinéaires. Et puis voilà. Et, bon, pour moi, l'une des vraies grandeurs de l'État d'Israël reconstitué, à côté de tous les problèmes qu'il pose, c'est que il a produit une école d'historiens et d'archéologues qui en gros ont montré que la Bible Abraham non, sans façon merci, pas existé. L'Exode, traverser le vivre d'Égypte, non. Donc qui ont réduit l'histoire d'Israël, qui ont montré que l'histoire d'Israël était celle d'une population de la Palestine à l'âge du fer. Et les fouilles ont montré que les maisons ne pouvaient contenir que des familles nucléaires, en fait. Et donc je retombe sur la thèse générale du livre, qui est l'antériorité de la famille nucléaire. Donc la culture juive antique était une culture de région d'altitude, une sorte de périphérie, où on subsistait longtemps, comme chez les Anglais et les Tagalogs, des structures familiales nucléaires. Youssef Kourbach m'a trouvé un premier article, j'en ai trouvé d'autres,
sur les taux de mariage entre cousins de tous les juifs qui sont arrivés en Israël après la fondation de l'État, en provenance de toutes les régions du monde. Et en fait, les mariages entre cousins sont rares. Ça n'est pas la phobie chrétienne, il y a toujours quelques pourcents. Mais même pour les juifs du Moyen-Orient, vous allez atteindre des taux de 10% de mariages entre cousins qui sont les mêmes que ceux des chrétiens libanais. Et donc j'arrive à la définition d'une culture juive originelle qui est nucléaire, exogame tempérée. Et je suis vraiment... c'est un résultat dont je suis très fier, qui a tout à fait sa place dans le livre. Mais bon, voilà. Et puis ensuite, j'étudie le rapport, je vois le judaïsme comme une première étape d'une dynamisation par la religion de l'alphabétisation, puisque moi je ne suis pas du tout dans les modèles français. Quand on est en France, on pense que la religion, c'est le contraire de la civilisation, en gros. C'est pas faux en France. Le catholicisme a bloqué le développement culturel. Mais le judaïsme et le protestantisme ont dopé le développement culturel pour des raisons qui leur sont propres et dont le but n'était pas la performance économique. Voilà. Donc, dans le livre, il y a des bouts qui sont tout à fait dans la logique du livre, mais où c'est des questions que je voulais régler pour moi-même. C'est-à-dire, je boucle une vie de chercheur, je ne vais pas avoir le temps de faire ce livre sur l'histoire du peuple juif. Je vais arrêter mes études sur la religion et sur la communauté et sur le manoir anglais. Et c'est vraiment... mais moi, c'est la partie du livre dont je suis le plus fier. C'est la partie vraie recherche de fond. Mais alors, ensuite, on en arrive, et c'est vraiment l'utilité réelle du livre pour le présent. Ça s'appelle « Où en sommes-nous ?» C'est... j'ai poussé, je dirais, les résultats de l'école des Annales, en fait, de l'école historique française des gens de la génération d'avant moi, des Leroy-Duris, Chonu et autres, qui est une école qui est actuellement considérée comme périmée. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que sur le plan des concepts historiques que j'utilise, je suis un fossile. C'est plus ça qui se fait. Alors, je ne pourrais pas dire exactement ce qui se fait, mais j'entends des noms de gens certainement très estimables, des gens comme Boucheron, mais c'est juste des machins que j'ai pas lus, vous voyez, pas par... donc l'histoire, l'école historique, l'anthropologie historique que je fais serait actuellement, il faut être honnête, considérée comme périmée. Ce qui m'a permis d'entendre un jour à France Culture dire, je sais plus, je crois que c'était Julie Clarini, dire, mais de toute façon, le genre d'histoire que fait Emmanuel Todd, ça ne se fait plus du tout aujourd'hui, complètement dépassé, le pauvre. Voilà. C'était pas dit comme ça, c'était plus gentil en fait. Non, c'était pas tellement plus gentil, c'était dit autrement, mais pas tellement gentil. Voilà. Et alors, moi, ce que je voudrais démontrer par ce livre, c'est que non, c'est Leroy-Ladurie et Chonu qui avaient raison. Et c'est que c'est quand on continue à opérer avec ce genre de critères et d'analyse qu'on comprend le présent. Alors, dans ce qu'il y a, je ne peux pas parler de tout, mais là, le livre est sorti. Il a été bien reçu d'une façon qui m'a stupéfait, parce que après mon dernier livre, qui est Charlie, j'étais quand même dans la catégorie super tricard. Il faut le dire, hein. Et j'ai abordé la sortie du livre juste en disant mais qu'est-ce qui va me tomber dessus cette fois-ci, voilà. Non, c'était... Alors j'ai pu un peu parler, on m'a laissé parler de la divergence anthropologique persistante, ou plutôt la divergence anthropologique que la persistance des valeurs familiales explique, mais de la grande divergence qu'on a devant nous entre le monde anglo-américain et le monde germanique. Les gens on en peut parler, mais n'ont pas fait des crises de nerfs. J'ai un chapitre à la fin sur l'Europe qui est horrible. Je veux dire, à côté de qui est Charlie, c'est intellectuellement bien pire.
Parce que j'explique dedans que, ben oui, je regarde la zone euro, je vois que ce qu'il y a dedans, c'est une dominante de structure familiale, de valeurs familiales, autoritaires, inégalitaires, hiérarchiques, de catholicisme zombie, autoritaire, hiérarchique, et que nous n'avons aucune raison de nous étonner, et pas simplement en Allemagne, en Espagne du Nord, sur la périphérie de la France, dans un bout de l'Italie du Nord, dans l'intérieur des Pays-Bas, en Belgique, et en fait le poids de... Et d'ailleurs je retombe sur ce truisme, parce que la tradition fondamentale de l'Europe, telle qu'elle pouvait apparaître dans les années 30, n'était pas vraiment l'émergence de la démocratie libérale. Hein? Non, mais quelque part quand même c'est bien quand l'anthropologie des profondeurs ramène à des trucs que tout le monde sent. Hein? Et donc la zone euro, en fait, la zone euro dans les années 30, c'était Salazar, Franco, un petit peu plus tard Pétain, Dollfuss, Hitler, Mussolini. C'était ça la zone euro d'avant-guerre. Voilà, tout le monde est hyper surpris de voir la démocratie disparaître avec le retrait des Anglo-Américains. Putain, mais ça, quand vous avez la variable structure familiale, et vous pouvez analyser les mécanismes de continuité historique, vous pouvez accepter de voir la réalité. Si vous êtes un philosophe politique à la française qui ne reconnaît pas l'existence qui croit que la vie politique sort du cerveau, d'intellectuels de haut niveau, qui imposent des concepts à des populations, vous pouvez vous dispenser du principe d'inertie au sens physique. C'est-à-dire genre... par exemple, les gens actuellement vont penser que Trump est une vaste menace pour la démocratie et que l'Allemagne, c'est quand même le pays central pour la démocratie libérale. Aucun anthropologue sensé ne penserait ça. Moi, je n'ai pas dit que j'avais déjà fait mes bagages pour aller en Californie, comme c'est la tradition dans la famille, mais même avec Trump, le libéralisme américain me paraît quand même plus fiable que le libéralisme allemand. Parce que quand même les Allemands ont une façon d'être libéraux qui vous glace le sang. Voilà. Mais cela dit, le livre n'est pas... Je veux dire, il y a un chapitre dans lequel je dis qu'on doit à l'Allemagne l'alphabétisation de masse et le protestantisme. Donc l'anthropologie différentielle permet de dire des choses sur les pays qui pour moi sont vraies, objectives, et ça permet de dire des choses dures et des choses très positives. La tradition française sur l'Allemagne, c'est de ne plus rien dire. Non, si, ils sont merveilleux, il faut faire comme eux, mais c'est d'ailleurs totalement contradictoire. Ils sont merveilleux, il faut les imiter, mais il n'y a plus de différence entre la France et l'Allemagne. On ne comprend pas comment... Quand vous êtes dans un modèle anthropologique, quand vous avez travaillé sur la famille souche, vous connaissez son potentiel d'efficacité économique, de discipline sociale. C'est dans un système souche que vous pouvez faire accepter un blocage des salaires de 10 ans qui vous permet de faire de la désinflation compétitive contre tous vos partenaires de la zone euro. Vous voyez, donc quand vous êtes anthropologue, Artus avait vu ça, il n'est pas anthropologue. Il s'est dégonflé ensuite, il n'en a pas fait grand-chose. Mais voilà, on peut voilà. Mais alors, ce qui m'a vraiment intéressé, moi, donc tout ça, et même quand je dis ça dans des radios... Alors l'autre jour, Cohn-Bendit a failli m'étrangler en direct. Je ne sais pas si certains ont vu ce... Moi, j'étais comme un acteur pris à contre-emploi, puisque d'habitude, le mec hystérique sur un plateau, c'est moi. Et tout d'un coup... Mais maintenant, j'ai trouvé ce que je vais lui balancer quand je serai un plus grand comité. Je trouve quand même qu'il donne une mauvaise image de l'Allemagne. Parce que je me suis dit, en fait, je cherchais, souvent on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Et en fait, donc il était là, complètement hystérique et agité, et en fait très autoritaire. Et je me disais, mais oui, c'est la grande vadrouille. Je veux dire, c'est un Allemand qui joue face à Louis de Funès. En fait, hein, voilà. Bon, enfin, c'est pas le sujet du livre, mais voilà. Mais alors, ce qui est le mieux,
Donc en fait, quand je dis des choses, non mais c'est très intéressant pour vous quand même, qui êtes dans la vie politique concrète, alors que moi je reconnais que je suis un peu en décrochage freestyle, hein, j'ai donné. Mais je sens le fait d'être confronté à des journalistes qui ne font pas des crises de nerfs quand on dit que les structures anthropologiques profondes de l'Amérique et de l'Allemagne sont différentes, évoque un changement d'ambiance. Le doute est en train de s'installer sur l'uniformité du monde. Quand même. Voilà. Mais le truc, donc il y a un petit peu d'espoir quand même. Mais au contraire de ce que je dis dans le livre, puisque moi mon chapitre sur l'Europe se termine par l'Europe post-démocratique, un monde normal. Voilà. Mais alors le truc qui est vraiment bien passé, c'est l'une des thèses centrales du livre, puisque dans le bouquin, je distingue les niveaux d'analyse historique. C'est dans l'introduction, que j'atteins seulement maintenant, c'est quand même un vice de construction dans mon exposé. Toute l'idée du livre, c'est de dire qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qui est superficiel, politique, économique. Il faut aller plus profond. Donc en dessous, il y a le subconscient qui est le mouvement de l'éducation. Donc là, en général, je dis je suis un hegelien empirique ou statistique. Généralement, ça laisse les Français assez froids, mais les Allemands disent ouais, quand même. Ce français est très bien. Sans rire. Je suis assez bien vu en Allemagne, contrairement à ce que Jacques Cohn-Bendit, qui hier m'a redénoncé dans la phrase. Hein. Non, mais il est vraiment venimeux, ce mec. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ah non, c'est vraiment un flic. Hein. Et maintenant, non, vraiment, là, je commence à être vraiment en colère. Du coup, je me suis perdu. Donc, il y a cette strate éducative, pour moi, le mouvement de l'éducation, l'invention de l'écriture, la diffusion de l'écriture, ses reflux, ses avancées, pour moi, c'est la réalité du mouvement de l'histoire. C'est ça l'histoire, en fait. C'est pas la totalité, c'est corrélé à toutes sortes d'autres choses. L'histoire économique existe, mais dans le bouquin, je montre que le décollage éducatif de l'Europe précède le décollage industriel. Enfin, c'est tout à fait systématique. Et puis ce décollage éducatif, d'ailleurs, est précédé par un décollage religieux. Donc l'histoire n'est pas aussi logique. C'est pas très marxiste, mon truc, hein, quand même, dans son esprit. Mais quand on arrive dans la période la plus récente, ce modèle éducatif du mouvement de l'histoire, que je reprends à Lawrence Stone, Furet, j'oublie le nom de ce Suédois, c'est pas grave, tout le monde s'en fout en fait, c'est dans le livre, ça devient extraordinairement efficace, puisque on voit, avant le déchaînement du néolibéralisme américain, on voit l'entrée des États-Unis qui avaient été les premiers à développer l'éducation supérieure. On les voit entrer en stagnation éducative au milieu des années 60. On voit la façon dont la division de la société en strates éducatives différentes, éducation primaire, secondaire, supérieure, a brisé l'homogénéité culturelle de l'alphabétisation de masse qui avait permis la démocratie. Comment les gens qui ont fait des études supérieures se sont mis à se penser vraiment supérieurs, à vivre entre eux, et donc on a vraiment tous les instruments qu'il faut pour comprendre notre monde de fragmentation culturelle. Et encore une fois, ça se vérifie très bien empiriquement, c'est-à-dire que la prise de conscience de l'opposition de l'ouvrier, les ouvriers américains avaient fait des études secondaires, hein, ils étaient très en avance, mais de l'ouvrier qui n'a pas fait d'études supérieures et de l'étudiant qui par définition en fait, aux États-Unis, c'est apparu pendant la guerre du Vietnam. Donc vous aviez les ouvriers dans les rizières, toujours pas très contents mais patriotiques, et puis vous aviez les étudiants dispensés sur les campus réclamant la fin de la guerre. Et là, il y avait l'opposition élite-peuple. Voilà. Nous, on y a eu droit au moment de Maastricht. Mais l'entrée en stagnation éducative des États-Unis, c'est vers le milieu des années 60. L'entrée en stagnation éducative de la France, c'est vers le milieu des années 90. Et Maastricht, c'est 92. Donc ça colle très bien empiriquement. Ce pas des idées a priori. Ça marche.
Et c'est vrai qu'on a vu exploser, alors pendant l'élection de Trump, le Brexit, celle de Macron, qui est le contraire, on a vu exploser dans le discours des sondeurs d'opinion et des politiques ces notions éducatives. Les électeurs de Trump étaient présentés les deplorables, hein, comme les sous-éduqués. Alors, c'est pas complètement vrai, parce que comme les électorats des minorités qui soutiennent les démocrates sont beaucoup moins éduqués encore que les blancs américains, et comme en fait il y a pas mal d'électeurs de Trump qui avaient fait des études supérieures, mais peut-être de moins bon niveau que les autres, c'est pas aussi vrai que ça, mais ça marche quand même pas mal. Les gens qui ont voté le Brexit, c'est les Anglais qui n'ont pas fait trop d'études. Les gens qui votent pour le Front National, la variable la plus discriminante pour analyser l'électorat du Front National, c'est le niveau éducatif, encore plus que la classe sociale ou les catégories socioprofessionnelles telles qu'elles sont définies par l'INSEE. Alors ça a été très important, et c'est sur le point de me ramener à la lutte politique. Même retraité, il faut s'occuper. Hein. Et parce que vraiment, en fait, alors le Monde qui a été super sympa avec moi, non, il faut le reconnaître, parce que ces dernières années, chaque fois qu'on me donnait un micro, je les insultais. Hein, genre le Monde, un danger pour la démocratie, n'importe quoi. Enfin, ce qui est vrai. Et donc, ils ont sorti des bonnes feuilles. Bon, c'était accompagné de critiques débiles de collègues de l'INED sur mes qualités scientifiques. Donc, ils avaient été chercher les collègues de l'INED les plus idéologues pour m'accuser d'être un idéologue. Alors que moi, ce qu'on me reproche, c'est mon empirisme, en fait. En fait, ce que les gens ne supportent pas chez moi, c'est que je suis un empiriste. Alors donc, les mecs étaient là, il y avait... c'était l'ineffable Alain Blum, qui était toujours de service pour dire du mal de moi dans le monde. Je disais, oui, j'ai ma méthode, mais je me souviens plus du texte, ses connaissances, il n'aura pas été jusqu'à dire scientifique quand même, au service de ses présupposés idéologiques, alors que moi, mon problème, c'est que j'ai aucun présupposé idéologique. Et en plus, c'était particulièrement ridicule, parce que Blum, j'avais correspondu avec lui, il était à Moscou. J'avais trouvé que les statistiques d'une banque de données que j'utilisais sur l'éducation des Russes, au niveau d'éducation, étaient exagérées. Et donc, j'avais contacté Blum pour lui dire, est-ce que tu ne pourrais pas me trouver des statistiques plus exactes sur l'éducation russe? Il me dit, mais non. Je dis, mais le recensement. Ah, il me dit, ah oui, le recensement. Et donc, il me trouve le recensement russe, il m'aide à le déchiffrer. Donc, il est super bien placé pour savoir que je suis un chercheur très honnête. Non, mais vraiment, c'est complètement fou. Mais vraiment, ce qui est génial quand on est à la retraite, c'est qu'on veut vraiment se lâcher, quoi. C'est vraiment... c'est vraiment, il y a une sorte de liberté de... C'est ce que j'appelle retrouver la liberté de la cour de récré. En fait. Je me souviens, j'étais comme ça dans la cour de récré. Voilà, bon. Et alors là, il va falloir que je retrouve le fil, ce qui n'est pas complètement... La vie politique. La vie politique. Et alors, je me rends bien compte que cette histoire de stratification éducative qui expliquerait les clivages, c'est pas parce qu'on accepte de le dire qu'on est dans le bon camp. Parce que, comment dire, il faut repartir de l'idée de méritocratie. Alors, il y a un livre que je cite tout le temps, et qui est cité beaucoup de nouveau en Angleterre, qui est un livre de Michael Young, qui s'appelle The Rise of the Meritocracy, donc la montée de la méritocratie. C'est Young qui a forgé le concept de méritocratie. Young était par ailleurs, moi je ne l'ai jamais rencontré, mais c'était un copain de Lazette, mon directeur de thèse. Mais c'est un livre que j'avais trouvé dans la bibliothèque de mes parents. Oui, il y a des avantages socioculturels. Je ne me suis pas fait tout seul. Je ne suis pas intellectuellement l'archétype du self-made man, contrairement à Macron. Je veux dire qu'il a mené au sommet la petite bourgeoisie picarde. Bon. Et... Hein? Oui, bon, là je suis en train de déraper, c'est bon. Voilà, faut pas m'encourager. Hein. Et Young, vers 58-59, dans ce bouquin qui se présente comme un roman d'anticipation, un roman de science-fiction,
il avait le premier vu que l'idée de méritocratie, nous on a le codage élitisme républicain, qui est en vérité un parfait oxymore, contenait un véritable danger. C'est-à-dire que dans les vieux modèles de classe hérités du marxisme, il y a des gens en haut, il y a des gens en bas, mais les gens qui sont en bas par hasard sur le plan intellectuel. Ils sont mal nés. Hein? C'est juste comme ça. Et puis ils se retrouvent dans des boulots de merde, et puis en haut, il y a des types qui naissent dans le pognon. Mais personne ne discute de leur capacité intellectuelle a priori. Alors que si vous êtes dans une société méritocratique ou qui pratique à haute dose l'élitisme républicain et qui va chercher 30% des gens pour les mettre dans une catégorie d'éduqués supérieurs et qui en laisse 10-20% en bas à un niveau primaire, tout ça d'intermédiaire, vous allez fabriquer une population qui est triée effectivement en termes de diplôme, de tampons, d'accès aux études, mais plus en profondeur, qui va avoir intériorisé son statut de supérieur ou d'inférieur. Donc vous allez avoir en bas des gens qui sont brisés en termes d'estime de soi. Je dirais, à la rigueur, ceux-là peuvent s'en remettre. Mais alors les mecs en haut, qui ont atteint le haut de l'ENA en faillotant, ils sont perdus simplement pour la notion d'homme universel. Vous voyez, ils pensent vraiment qu'ils sont la crème de la Terre. Et en fait, vous avez la fabrication d'une sorte de... Il y a la méritocratie, l'élitisme républicain est une machinerie inégalitaire extrêmement dangereuse. Et chaque fois qu'on vous dit il faut rendre le tri plus efficace, plus juste, quand on vous dit mais c'est affreux, il n'y a pas assez d'enfants, d'ouvriers dans les grandes écoles, ce qui est vrai, les gens disent il faudrait que vraiment on prenne tous les enfants d'ouvriers super intelligents et qu'on les mette dans les grandes écoles. D'un point de vue révolutionnaire, c'est une catastrophe. Plus il y aura d'enfants d'ouvriers intelligents qui n'ont pas accès aux grandes écoles, plus il y aura de leaders pour la future révolution. Donc en fait, le blocage du système méritocratique est une priorité pour moi maintenant. Hein? Vous voyez? Vraiment. Donc c'est vraiment, pour moi, j'ai vu à quel point cette question... Donc, dans la bonne réception de cette théorie qui est en vérité dérivée de Young, il y a un bouquin très intéressant de David Goodhart, qui est un Anglais, qui est lui aussi... c'est un bouquin qui s'appelle The Road to Somewhere, enfin la route vers quelque part. Mais somewhere, les somewhere, c'est les gens qui sont de quelque part, dans l'esprit de Goodhart. Et ça s'oppose aux anywhere, les gens de n'importe où. Ça, c'est les globalisés contre les territorialisés, en fait. Ben, il reprend Yang aussi. Enfin, c'est vraiment un type, il faut. Moi, je fais sa pub toujours. Donc, je fais une fin de carrière modeste en disant que j'ai tout trouvé dans Le Roi Ladurie, dans Chenu, dans Beauvais, Macfarlane, Laslett, Yang. Et personnellement, j'ai jamais eu une idée originale. Voilà, on a une belle fin de carrière. Hein. Ouais, il faut. Voilà. J'espère que c'est apprécié. Et donc, il y a. Mais je suis de plus en plus convaincu que les gens qui voient. Que maintenant on accepte de voir. On voit clairement ce problème de stratification éducative, mais qu'il va y en avoir deux lectures. Et que là, qu'il va y avoir un combat sur cette lecture. Et pour moi, ça va devenir crucial, et j'ai commencé à le faire dans ce livre, quand je parle d'académia, au sens d'université, du conformisme qui s'est emparé d'académia, du fait que les gens font maintenant des études, pas du tout pour s'ouvrir l'esprit, mais simplement pour avoir le tampon qui les mettra en haut et pour survivre, que c'est des études longues, inutiles, crétinisantes, qui récompensent la soumission beaucoup plus que l'originalité. Enfin, je n'étais pas comme ça du tout avant, hein. Vraiment pas. Moi, tous les gens qui disent... J'ai toujours eu horreur des gens qui parlaient de la merveilleuse intelligence des primitifs qui ne savent pas lire. Vous voyez, j'étais pas du tout dans... C'est pas du tout... J'étais assez dans l'école. Mais là, vraiment, on a atteint autre chose. Et par exemple, là où on voit... Là, on est dans ce que j'appellerais la crise macroniste, quand même. Hein, il faut que je finisse, là. Ça va être
je vais faire comme avec les journalistes qui m'obligent tout le temps à parler de Macron pour finir. Donc maintenant, j'ai pris le pli et je voudrais que sur cette question de l'intelligence ou de la répartition de l'intelligence dans la société, je pense, est en train de devenir un vrai enjeu idéologique et que je peux vivre. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'insulte des présidents de la République. Oui. J'ai insulté Chirac. Non, Giscard, j'étais pas encore actif, on m'avait pas encore donné de micro. Donc j'ai insulté Chirac, j'ai insulté Sarkozy. Je pense que c'était mes meilleurs moments. Hein? Voilà. J'ai insulté Hollande. Et là, Macron a fait une frappe préventive en tapant sur les intellectuels. Mais en mettant d'ailleurs, c'est intéressant, il a mis tout de suite le débat dans le champ intellectuel. Je veux dire, aucun président de la République avant, Chirac n'aurait pas eu l'idée simplement de se mettre en conflit avec les intellectuels. Sarkozy, n'en parlons pas. Je veux dire, bon, Hollande, Hollande devait être persuadé qu'il était super intelligent, mais bon, voilà. Mais Macron a vraiment mis, quand même, voilà, hein, vous êtes vieux, vous êtes bête, moi je sais, puis il y a cette image d'un Macron supérieurement intelligent, alors qu'à ma connaissance, il a quand même, c'est pas le critère, mais il a raté le concours de Normal Sup, il a été pris à l'ENA, il est dans l'inspection des finances, donc ça veut dire qu'il était dans la catégorie meilleur Fayot, puisque c'est ça que ça veut dire. Quand on est inspecteur des finances à l'ENA, ça ne veut pas dire qu'on est le plus intelligent, ça veut dire qu'on est dans la botte du faillotage, quoi. C'est ça les grands corps, maintenant. Mais l'un des trucs qui m'a vraiment impressionné, et je vais conclure là-dessus, puisqu'ici j'ai le droit de dire ce que je veux, c'est que j'ai fait des interviews, et dans les interviews avec des journalistes, souvent je me laissais aller comme d'hab, quoi. J'ai réussi à le placer là, chez Léa Salamé, qui avait l'air navré de ne pas m'avoir empêché, parce que c'était du direct. J'ai dit, quand même, Macron, il n'a pas l'air bien fut-fut. Voilà. Mais il faut bien voir que dans toutes les interviews que j'ai données à la presse écrite, je lui disais, non, mais quand même, moi, je trouve qu'il n'a pas l'air très intelligent, ce garçon. Je ne l'ai jamais entendu dire un truc intelligent, original. Et là, alors que si je disais ça sur Chirac, il n'y avait pas de problème. Je disais ça sur Sarkozy, encore moins de problème. Alors qu'en fait, ce sont des gens intelligents, Chirac et Sarkozy. Bon, Hollande, je n'irai pas jusque-là. Mais Hollande, on pouvait encore le dire. Et Macron, c'est tabou. C'est tabou. C'est-à-dire que l'idée d'intelligence suprême du président nous renvoie à la grande époque du stalinisme, en fait. Et donc, c'est vraiment un enjeu. Donc, pour moi, vraiment, l'objet du combat, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'être intelligent, vraiment, en 2017-2018, dans ce contexte. Piketty a bien fait avancer le débat, quand même. Le bouquin, je repense au bouquin de Piketty, dont j'avais fait une longue critique dans Marianne. Et Piketty, il était en fait en pointe, parce qu'il disait non, mais les histoires de réussite éducative qui expliquent les revenus, c'est plus ça maintenant. Il faut plus, ça suffit plus de faire des bonnes études. Maintenant, c'est quand même plus sûr d'avoir des parents qui ont du pognon. Voilà, peut-être je vais m'arrêter là. Je serais ravi de répondre à des questions. Tu l'assumes? Oui, enfin, c'est même pas une chute, c'est une sorte de...